deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Lecartier est à nos côtés, le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. À vos côtés, c'est Gilles Etcheberry-Garay qui est avec nous également. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Ravi également de vous retrouver comme désormais cofondateur, président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management, nouvelle société de gestion venue sur le marché parisien. Gilles, oui. En un mot, quelle est la proposition de valeur, comme on dit, quand on lance une société de gestion nouvelle en 2023? Voilà, alors Elcano, donc je rappelle Elcano, c'est un navigateur basque, c'est le premier homme à avoir fait le tour du monde à la voile. C'est bien de le rappeler parce que je suis pas sûr que tout le monde le savait. Ceux qui ont suivi le Tour de France hier, il est passé à Guétaria et je crois que les... Ah, c'est vrai, il y a eu un petit encart historique sur la vie d'Elcano. D'accord. Il est né à Guétaria et donc ils ont parlé, je crois, ils ont parlé de lui parce qu'on m'a dit à télévision. Donc au Tour de France qui arrive aussi à Bayonne. Oui, donc c'est un navigateur qui a ramené l'expédition, le premier homme à avoir fait le tour du monde. Et donc c'est un peu notre proposition, puisqu'effectivement on veut investir mondialement et être les spécialistes de l'allocation d'actifs, la construction de portefeuille en architecture ouverte. Donc pour la distribution, CGP, Family Office et autres. Voilà. Donc l'allocation d'actifs est au cœur de ce qu'on fait, de ce qu'on va évoquer ce soir, je pense. Et merci effectivement de nous avoir appris, en tout cas pour moi, qui était Elcano. Il aurait fallu la monter à Bayonne, cette société de gestion. Elle a des locaux à Bayonne. Son siège social est à Bayonne. Voilà, c'est la première société de gestion basque, en tout cas en termes de siège social. Bon, félicitations. Revenons aux considérations de marché à l'issue de ce premier semestre, au démarrage de ce nouveau semestre. Vincent, on peut faire un peu le bilan. On parle tous les jours du marché dans l'émission, donc ceux qui nous suivent ne seront pas surpris de ce qu'on racontera peut-être sur ce premier semestre. Moi, je retiens ce concept de résilience qui a marqué quand même les esprits, résilience économique, résilience et même performance des marchés boursiers en général. Résilience de l'inflation, malheureusement. Et résilience de l'inflation, bien sûr. Non, je pense que pour la partie résilience économique, il faut revenir un tout petit peu en arrière. La démographie, je pense, explique beaucoup de la très très bonne tenue persistante de la consommation des ménages. Je pense que se rajoute à ça le fait qu'il y a eu une surépargne absolument colossale pendant la Covid, qui fait que même si on vous augmente les prix, vous avez en réalité une réserve d'épargne qui vous permet de faire face à ce genre de dépenses. De l'autre côté, vous avez des entreprises qui ont sous-investi pendant des années, qui se sont retrouvées pendant la Covid avec des pénuries, à découvrir qu'il valait mieux rapatrier ou relocaliser certaines activités. Donc vous avez un investissement qui se porte plutôt bien en réalité, qui est en plus encouragé par les États parce qu'il faut faire la santé, la défense, le numérique. Ah oui, il y a du pain sur la planche. Vous avez des projets d'investissement un peu dans tous les sens. Donc je pense que entre la consommation qui est résiliente et l'investissement qui, pas forcément sans être brillant, mais qui sera lui aussi résilient sur les prochaines années, vous avez en réalité une perspective qui est plutôt confortable pour un investisseur, même si les taux d'intérêt ont beaucoup monté. Donc évidemment, ça pèse sur les valorisations. Ça a beaucoup pesé l'année dernière, un peu moins cette année. Vous savez que vous êtes sur une perspective de fin de mouvement sur les remontées de taux par les banques centrales. Donc un plateau, voire même avec un peu de chance, de nouveau une phase descendante derrière. Donc vous vous dites, mes valos, aujourd'hui, si j'ai de nouveau une perspective de baisse des taux, finalement, elles ne sont pas forcément si chères que ça. Et dans la mesure où j'ai une résilience de la consommation et de l'investissement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, mais c'est vrai, on était plus habitué depuis des générations à ce phénomène d'inflation. On a souvent oublié ou omis parfois d'expliquer ce qu'il y avait de bien aussi derrière l'inflation. En tout cas, l'inflation qui est une fonction d'une activité économique résiliente. C'est aussi ça qu'il y a derrière l'inflation persistante. La viscosité de l'inflation, c'est aussi le résultat de cette résilience de l'activité économique. L'inflation et les banques centrales s'en plaignent. Oui. Non, mais on en fait l'alpha et l'oméga de tous les mots. C'est le chiffre d'affaires et c'est les bénéfices des entreprises qui se cachent derrière. Lorsqu'on passe des hausses de prix et qu'on s'expose aux actions, d'une certaine manière, on neutralise,
entreprises, on absorbe une partie de l'inflation en étant exposé aux entreprises, puisque ce sont elles-mêmes qui créent cette inflation. Et le marché boursier a parfaitement démontré cette valeur de refuge anti-inflation ou de protection contre l'inflation sur ces derniers mois. Le seul actif qui est, entre guillemets, incohérent à ce niveau-là, c'est les matières premières. Ouais. S'il faut imaginer que l'inflation est vraiment très persistante, durablement, c'est de ce côté-là qu'on peut éventuellement se poser des questions. Donc en termes d'allocation d'actifs, est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est un signal avancé comme quoi les actions ont tort? On comprend. On reviendra sur les messages divergents qu'on peut avoir. Non, mais un emblème de la résilience, on en parlait à la mi-journée. Alors, il y a tout ce qui tourne autour du marché du travail, etc. Il y a aussi ce qui se passe sur l'immobilier. L'immobilier américain, là, on me montrait à SCPR le graphique des dépenses de construction dans le secteur industriel, donc tout ce qui concerne l'investissement dans la construction de nouveaux sites industriels. Donc c'est une partie spécifique de l'immobilier, mais c'est une croissance verticale, et c'est déclenché au moment où Biden annonce les plans de relance et l'Inflation Reduction Act. Faites les relocalisations. Incroyable. Donc il faudra évidemment se dire qu'il va y avoir probablement une activité intense en termes de construction dans les pays développés vers lesquels vous êtes en train de faire des relocalisations. Par contre, il faudra s'inquiéter éventuellement dans les pays émergents du manque d'activité de ce côté-là, puisque les capitaux que vous allouez sur les pays développés, par définition, vous êtes en train de les prendre. Ça reste un jeu à somme nulle, quoi. Je pense qu'à l'échelle mondiale, oui. Et par contre, ça justifie encore plus certaines performances divergentes entre les émergents qui ont beaucoup de mal à performer cette année et les pays développés ou les grandes capitalisations des pays développés qui, elles, cartonnent. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette idée de résilience à l'issue de ce premier semestre, Gilles? Et est-ce que la résilience observée, qui a été une surprise pour bon nombre, en tout cas, de participants de marché, d'investisseurs, etc., est-ce que c'est un espoir solide encore pour la suite? Enfin, il y a déjà un momentum, clairement. Et donc, on parlera peut-être des états, de problèmes d'inflation, déflation, de landing, no landing. Mais je dirais, pour compléter ce qui vient d'être dit, quand même, moi, j'ai une petite élément, je sais pas de surprise, mais de remarque, c'est qu'on parlait de l'immobilier. Donc, tout à l'heure, on parlait, des constructions, ce qui est vrai. Après, c'est que dans le monde des constructions industrielles et liées aux chips et liées aux microchips, uniquement. D'accord. En plus, c'est très spécifique, voilà. Et juste pour remarquer par rapport... ça fait quand même des masses de milliards qui s'investissent. Et ça explique le mystère de l'immobilier américain, de l'emploi immobilier américain, puisqu'il y avait un mystère, parce qu'effectivement, l'emploi, les constructions des maisons étaient en berne et on ne voyait pas de chômage. Ouais. Et le chômage s'explique aujourd'hui, avec les chiffres qui sont sortis là récemment, effectivement, par le fait qu'on a remplacé la construction immobilière individuelle par la construction d'usines. Sachant que malgré tout... Il n'y a pas eu un licenciement dans le secteur de la construction. Alors que, jusqu'à présent. Ce qui est quand même une surprise au vu de l'état, en tout cas, de la construction du marché individuel. C'était quand même un peu le chien qui n'a pas aboyé, pour reprendre Sherlock Holmes, au niveau du cyclique de l'immobilier. Par contre, quand on lit ce que dit le patron de TSMC, le plus grand fabricant, il dit qu'il ne voit pas comment il va gagner autant d'argent à Austin qu'il va en gagner à Taïwan. Il a quand même un problème de rentabilité et c'est construit aussi dans les vues de problèmes géostratégiques et autres, mais c'est pas sûr que ça dure parce qu'effectivement, lui a fait ses comptes et en tout cas, ça sera beaucoup moins rentable à Austin qu'à je ne sais plus, Taoyuan ou je ne sais pas où, dans le sud Taïwan, dans le sud de Taïwan où sont les usines de TSMC. Ça, c'est le premier point. Mais plus important sur l'intérêt sur l'immobilier, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, vous avez la construction qui tient, et l'emploi qui tient, mais vous avez un secteur qui est en grande souffrance aujourd'hui aux États-Unis, dont on parle peu, et qui est un peu caché, c'est l'immobilier commercial de centre-ville. Ah oui. Avec des décotes de 30-40%, mais qui en fait est pour moi un révélateur d'une remarque où j'avais pu écrire là-dessus, c'est que effectivement on sort des taux zéro. Et je veux dire, c'est plutôt une bonne chose. On a plus d'activité, plus d'investissement. Donc, ça veut dire le prix de l'argent et le prix des actifs sans risque a augmenté. Mais la question qu'il faut se poser, je pense, dans les années qui viennent, et on l'a vu avec les faillites qui n'ont pas eu tant d'effet que ça, SVB, Crédit Suisse, qui ont disparu. C'est comme on prend les grands disparus les grands disparus de début 2023 dans Crédit Suisse. Voilà. C'est les taux zéro. Deux questions. Qui va porter les taux zéro qui ont été émis pendant 10 ans et qui va refinancer les gens qui ont prospéré grâce aux taux zéro pendant ces 10 années. Et en fait, c'est des questions qu'on a mis un peu sous le tapis
et qui vont programmer, qu'on a vu réémerger à l'occasion des faillites bancaires, puisque c'est quand même les premières faillites bancaires où on voit la deuxième, troisième, quatrième capitalisation faire faillite alors qu'il n'y a pas de défaut. Elles font faillite parce qu'elles n'arrivent plus à porter des actifs à 1% en les refinançant à 4%. Donc déjà, qui va porter ? Et parce qu'il y a quand même un paquet de choses qui ont été émises à 0% et même à 30 ans, 40 ans. La chaîne de réaction, de ce point de vue-là, notamment pour la sphère financière, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, probablement. Et surtout, qui va refinancer ? Parce qu'il y a quand même des gens, on parlait des gens qui ont eu besoin ou qui ont besoin dans leur activité. On parlait d'investissement industriel. Oui, on n'a pas assez investi dans l'industriel. Donc là, on voit bien la rentabilité est là, le financement est là. Mais il y avait d'autres, à contrario, qui avaient besoin de taux à 0 ou 1% pour justifier des montages ou des investissements qui ont eu lieu au cours des 10 dernières années. Et au moment du refinancement, ça risque d'être compliqué. Et on risque d'avoir des surprises un peu désagréables. Aujourd'hui, le secteur qui apparaît le plus en souffrance, c'est l'immobilier de centre-ville américain. Enfin, en tout cas, professionnel. Il y en aura peut-être d'autres plus tard. Parce que l'ère de taux zéro, on aura peut-être moins d'inflation, plus d'inflation, mais l'ère de taux zéro, taux négatif qu'on a connu, elle est clairement derrière nous. Ce que vous décrivez là, ça reste des poches de fragilité, de faiblesse, effectivement, dans un système financier global qui est quand même beaucoup plus large que même si c'est important, l'immobilier commercial de centre-ville aux États-Unis, ou est-ce que ça peut prendre une dimension systémique à un moment ? C'est des questions qu'on s'est posées en mars, hein. Oui. Qu'on a un peu arrêté de se poser depuis quelques temps, pour dire les choses. Moi, la question que je me pose par rapport à c'est que la remontée des taux, disons, qui est une bonne chose pour les épargnants, faut être clair. On verra le taux du livret A à 4%. Ça va dire, c'est aussi un repricing de pas mal d'actifs qui a eu lieu sur les obligations de l'État. Qui a eu lieu sur le cash. On a le cash le mieux rémunéré quasiment depuis 2000, et c'est assez intéressant, mais qui n'a pas fondamentalement eu lieu sur des actifs cotés et surtout non cotés. Et ça, je pense que c'est des choses qui arriveront tranquillement au fur et à mesure des années qui viennent et qui risquent d'avoir quelques surprises désagréables. Oui. Ouais. Je comprends, moi, que dans le monde du non-coté, il y a des segments qui ont pu déjà s'ajuster assez vite et que pour d'autres, c'est des ajustements qui sont loin d'être faits encore aujourd'hui. Beaucoup dans le non-coté s'ajuster vite pour le moment. Non, mais il y a différentes catégories quand même d'actifs privés. Il y a du LBO, Growth, Venture, etc. Il y a quand même différents segments de marché. Oui, mais les valorisations sont quand même un peu plus basses et je n'ai pas le sentiment que tout le monde se soit ajusté à ce nouveau monde. Et je pense qu'il y a quelque part une attente en disant est-ce que c'est définitif ou pas ? Et parce qu'on a eu quand même l'expérience Covid, où on a quand même eu une baisse très vite, une fin du monde, et puis on est revenu. Derrière, les gens ont viré, ils n'arrivaient plus à recruter, ce qui est aussi un effet sur le marché américain. Enfin, on a vu que ça pouvait aller très vite dans un sens et dans l'autre. Et mon sentiment que j'ai un peu par rapport à c'est qu'on est quand même dans un nouveau monde. Et qu'on espère quand même qu'on va un peu revenir à l'ancien. Qu'on gardera le meilleur de l'ancien monde et qu'on aura le meilleur du nouveau monde. Voilà, c'est un peu c'est la nature humaine de vouloir le meilleur des deux mondes. Et donc il y a des éléments positifs, comme disait mon voisin tout à l'heure, mais que les éléments négatifs, on est encore un peu dans l'explication. Ça m'intéresse, Vincent, là, votre vue, mais presque industrielle. C'est pas forcément le sujet de marché qu'on avait prévu de traiter, mais effectivement, ce retour des rendements. Alors, on verra. Est-ce que le taux du livret A sera porté à 4% ? C'est un exemple, le livret A, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de toutes les allocations d'actifs, mais ça donne quand même une idée de ce qu'on est prêt à rémunérer pour du sans risque liquide aujourd'hui en France. 4%. Au moment où on voit une décollecte massive des contrats en euros, notamment pour les plus anciens, avec des rendements qui restent très très déprimés. Ça doit être, j'imagine, un sujet de vigilance pour les autorités de supervision et même pour l'industrie. Ça doit être un sujet de rééquilibrage qu'il faut regarder, j'imagine. C'est bien toute la question du higher for longer. C'est bien ça le sujet, en fait. C'est de savoir si effectivement les taux d'intérêt resteront durablement hauts ou est-ce qu'ils seront ajustés au fur et à mesure du tassement à venir de l'inflation. Moi, ma conviction, c'est que les banques centrales voudront essayer de maintenir un certain niveau de taux réel. Autrement dit, à mesure que l'inflation va redescendre, je pense que leurs taux d'intérêt vont eux aussi redescendre. Très clair. Ce qui veut dire que le livret A, pour être concret sur votre réponse, est-ce que ça a beaucoup de sens de le mettre à 4% si vous avez une inflation qui descend et que l'année prochaine, il va falloir prendre la décision politique de dire aux électeurs, finalement, je vous rebaisse la rémunération du livret A. Je pense que la
la bonne réponse, c'est probablement de faire quelque chose comme du 3,5, donc un milieu de fourchette un peu simpliste, pour à la fois satisfaire les ménages et pas insulter l'avenir. Et voilà, et ne pas se poser la question plus tard. Je pense que de la même manière, les banques centrales, le higher for longer, moi j'y crois pas. J'y crois pas parce que je suis persuadé que l'inflation, même si elle restera durablement plus haut que ce qu'elle était avant la Covid, je pense pour autant qu'elle va continuer de décélérer et donc il va falloir pour les banques centrales se réadapter à cette décélération. Oui, mais pour maintenir, comme vous l'avez dit, un taux réel qui restera un peu plus positif Je ne sais pas s'il restera positif. Ma conviction est un peu moins négatif peut-être alors. Voilà, ma conviction est que sur le long terme, pour pouvoir financer tous les plans de développement qu'il faut faire, les États n'ont pas les moyens à eux seuls de le faire. On a besoin de l'épargne des ménages et on a besoin des réserves de cash de la part des entreprises ou des capacités de financement des marchés. Pour ça, il faut que les taux d'intérêt soient à la fois suffisamment élevés pour attirer l'épargnant, attirer l'investisseur, et en même temps ne pas empêcher l'investissement. Donc je pense que les banques centrales seront effectivement un agent économique essentiel dans le financement futur de nos économies. Mais ma conviction, c'est que la santé, la défense, la numérisation, etc., tout ça, ce sont des choses qui sont essentielles, vitales, incontournables. Donc ça va être fait. Priorité supérieure, quoi. Voilà. Donc je pense que si le banquier central n'a pas compris ce genre de choses, on change de banquier central. Ou on change ses missions. Le Blanchard qui indique dans sa dernière, dans son... il y revient dans les Échos, là, effectivement, mais c'est un papier de recherche, et puis ça fait un moment qu'il le dit. Pourquoi rester de façon dogmatique à 2% en termes d'objectifs de cible d'inflation, alors qu'on peut être à 3%, et que le 3% a probablement beaucoup plus de sens sur les prochaines années que le 2% qu'on conserverait potentiellement. Il y a des réflexions à avoir. Cet arbitrage sur la cible d'inflation, alors c'est très discuté dans le monde académique. Pour l'instant, les banquiers centraux en charge au plus haut niveau réfutent totalement cette idée pour préserver la crédibilité de la cible actuelle. C'est un arbitrage auquel ces banques centrales devront faire face inévitablement dans ce nouveau monde, un jour ou l'autre, Gilles, ou Je dirais que on a eu un choc Covid qui vient quand même beaucoup bouleverser les problématiques de calcul, d'anticipation et des banques centrales. Mais en fait, il reste quand même des trains de démographie, de choses comme ça qui restent présents à long terme. Il y a un coût à la transition. Après, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que le higher for longer, pour le moment, c'est le thème dominant. Clairement, on voit qu'il y a l'inflation des services reste dominante. Et en fait, si on regarde ce qui est anticipé aujourd'hui par le marché en termes de baisse de l'inflation, il faut vraiment une rupture forte, quasiment une récession. Ce qui n'est pas à l'ordre du jour à court terme, mais on a quand même infligé un choc énorme sur l'économie. On est passé de 0 à 5%. On vient de faire comme une expérience. Une expérience qu'on n'a jamais faite. On est quasiment passé en l'espace de 6 mois de 0 à 5%, en tout cas aux États-Unis, et de -1 à 3,5%. Donc quasiment, on vient de faire une expérience sur l'économie qui est quand même assez importante. Donc je ne pense pas qu'on ait complètement le recul. Tout à l'heure je disais effectivement on a les bonnes choses d'abord, on a peut-être le salé après, on aura les choses moins bien. La question de l'effet des hausses de taux est encore devant nous. Oui, c'est pour ça qu'on est encore dans le... Aujourd'hui, je veux dire, si on regarde ce qui se passe sur les marchés, on voit bien que les tensions sur le cours continuent de monter. On est plutôt dans le higher for longer, donc maintient une viscosité de l'inflation qui fait que les banques centrales, même s'ils ont fait une pause, sont éventuellement obligées, en tout cas la Banque centrale américaine, les banques centrales sont éventuellement obligées de monter encore leur taux. Ma position par rapport à ça, c'est de dire, attendons, on n'a pas vu de l'étendue du choc qui a été infligé, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont devoir se refinancer, on n'a pas vu tout l'impact de cette remontée de taux sur les économies encore. Et quelque part, je dirais que le problème de 2 ou 3%, ça peut être un problème transitoire. Alors, le mot transitoire a été galvaudé et a perdu de son sens. Voilà. Mais ça peut être un problème où on a eu un choc post-Covid, où on a eu d'abord un choc d'offres, on a consommé sans produire, et après un choc de demande, puisqu'effectivement on a accumulé des tonnes d'épargne qu'on a dépensées aujourd'hui. Plus aux États-Unis qu'en Europe. Plus aux États-Unis, mais pas non plus de façon négligeable en Europe. Donc on a accumulé, donc on a eu ce double choc à la fois d'offres et de demande qui a quand même perturbé énormément les diagnostics et des banques centrales et des macroéconomistes et plein de gens parce qu'il se passe des choses qu'on n'avait jamais vues. Au fur et à mesure, on va s'éloigner de ce choc, on va revenir dans le normal. Et là, on va se retrouver avec des taux d'intérêt, donc un choc de 5% de hausse des taux d'intérêt en l'espace de 6 mois ou 9 mois. Attendons de voir ce que ça donne. Ça, c'est l'histoire de 2024, ça ?
Le retour à la normale, comme vous dites, la poussière qui retombe. Retour à la normale, je ne sais pas si c'est retour à la normale. Oui, enfin, en tout cas, les effets d'inertie, de décalage, etc., qui retombent, ça, c'est. Aujourd'hui, on connaît le juge de paix. Hein. Pour moi, le juge de paix, c'est le marché de l'emploi américain. Le marché de l'emploi américain a très, très bien tenu, à des niveaux. On voit qu'il est en train de. Mais on sent quand même que derrière cette résistance, il y a des effets. Effectivement, tout à l'heure, je disais le choc de Covid. Le choc de Covid, les entreprises américaines ont massivement licencié pour se retrouver à courir après leurs salariés 6 mois après. Donc là, on sent... Ils y reprendra pas. Voilà, donc on sent que le nombre d'heures diminue, mais pas le nombre de salariés, parce qu'elles ne veulent pas se faire avoir une deuxième fois. Mais après, ça veut dire qu'on a comme de l'inertie sur un certain nombre de choses qui peuvent dégrader très vite. Donc ça ne sera peut-être pas le cas, mais en tout cas, je pense que... le risque de rupture, il est réel. De rupture macro, il est réel. Aujourd'hui, il y a un truc dont personne ne parle, mais aujourd'hui, on a des courbes de taux qui sont les plus inversées depuis 1980. Oui. C'est peut-être on vit avec, très bien, et c'est pas l'inversion qui porte problème, c'est quand on repentifie. Hein. C'est là où généralement, et deuxième point, quand les banques avant chaque récession, il y a ce phénomène de repentification assez fort. Hein. Oui, et qui correspond avec la récession. On a aussi les banques centrales, chaque fois qu'elles baissent leur taux, on a ce problème-là aussi. Donc je dirais qu'à court terme, on est plutôt dans le higher for longer parce qu'on voit bien qu'il y a une viscosité qui surprend de l'inflation et que les trajectoires d'inflation sont pas aussi sont baissières. C'est clair, les matières premières sont plus bas et c'est un phénomène, tout à l'heure on en parlait, qui est quand même un peu contradictoire. Hein. On parle tous d'inflation, au début c'était la guerre en Ukraine, mais maintenant le blé est en dessous du prix en Ukraine, le pétrole est en dessous, on n'en parle plus et on a quand même l'inflation. Mais en tout cas, je veux dire, pour moi, on n'a pas encore complètement vu les effets de second ordre du choc qu'ont infligé les banques centrales. Donc le débat de 3%, c'est un débat académique qui a du sens, mais qui reste peut-être prématuré parce que par rapport à... On est encore dans la bataille. Les banques centrales en charge, ceux qui sont en charge en tout cas, aux manettes, sont pas encore prêts à... Non, on est encore dans la bataille à court terme, paradoxalement dans la higher for longer, donc le fait qu'elles doivent encore aller plus loin, mais on est aussi dans la bataille sur voir quels vont être les effets à moyen terme du choc qui a été infligé à l'économie mondiale. Pour moi, on n'en a pas vu, on a eu plutôt le bon côté, on n'a pas eu le mauvais côté encore. Est-ce que, alors après le grand resserrement monétaire, le choc de taux et le grand repricing de 2022-2023, Vincent, est-ce que va se poser à un moment pour le marché, pour les investisseurs, la question des niveaux d'endettement qui ont été atteints? Donc il y a eu le chiffre spectaculaire de 3 000 milliards dépassé par la dette française là, sur le trimestre écoulé. Est-ce que ça va redevenir, on parle du second semestre, hein, est-ce que ça va redevenir à un moment un sujet de préoccupation, de vigilance pour le moins de la part des investisseurs? Ça rejoint le sujet qu'on vient de traiter, c'est-à-dire le higher for longer. Si vous regardez la dette française, l'échéance moyenne, c'est 9 ans. Ça s'est même rallongé, hein, c'est ça. Hein. 1,90, c'est un peu rallongé. 1,90 de taux moyen. Donc effectivement, aujourd'hui, vous avez des taux à 3%, donc ça vous coûte à la louche 1% plus cher que d'habitude. Si effectivement, on vous demande de faire cet effort additionnel pendant 4 ans, 5 ans... Là, effectivement, tous les bénéfices du stock passé peu cher s'effacent. Si par contre les banques centrales, comme moi je l'imagine, sont réactives et de nouveau rebaissent les taux d'intérêt, si vous revenez de nouveau à un coût additionnel d'un 0,5%, 0,25 de plus que le coût passé, ça n'est pas très grave. Donc c'est le higher for longer qui est important. La deuxième chose qui est très importante aussi, c'est de savoir, en face de toutes ces dettes, est-ce que vous avez des actifs ? C'est-à-dire que si vous faites, comme le fait les Américains, l'IRA, autrement dit des investissements par exemple dans les semi-conducteurs, à construire des belles usines chez eux, si au bout du compte vous avez matériellement cette usine sur votre territoire, moi je pense que ça vaut la dépense. Si TSMC ne s'y retrouve pas à faire cet investissement, je pense que c'est pas très grave si l'État américain derrière assure une rallonge financière pour compenser l'effort d'investissement que fait TSMC de se délocaliser aux États-Unis. Mais au bout du compte, les États-Unis ont sur place un actif qui a énormément de valeur. Donc pour moi, la dette, si en face de ça vous avez l'actif, ça n'a aucune espèce d'importance. Et d'une certaine manière, l'investissement dans la planète, c'est le même. Sauf qu'on peut avoir du mal à le matérialiser. On le matérialise quand même de temps en temps avec le coût des assurances. Oui. Il y a quand même des choses à regarder. Ouais. Mais c'est vrai qu'on oublie de le regarder. Mais en face de ces dépenses qu'on est en train de faire pour la transition énergétique, on a des actifs matériels ou immatériels qui sont en train de se constituer. Donc pour moi, c'est pas forcément très grave d'avoir ces dettes. Ensuite, vous avez un vieillissement très important de la population, vieillissement
sous-entend généralement population qui a plutôt une épargne constituée, ce qui veut dire que le financement de ces dettes n'est pas forcément quelque chose de traumatisant. Vous pouvez trouver des investisseurs... Et là, vous pouvez trouver de l'épargne pour ça. Une fois encore... Reste à la brancher au bon endroit. Vous avez aujourd'hui 8 000 milliards de dollars d'épargne dans le monde, c'est-à-dire l'équivalent du bilan de la Fed. Ça, c'est l'épargne mondiale, ça. En monétaire. D'accord. Voilà. Avant la Covid, c'était 4 500 milliards. Voilà. Donc vous avez une épargne qui s'est constituée. Cette épargne, aujourd'hui, potentiellement, elle est sur du monétaire. Si vous la fléchez vers des investissements obligataires qui permettent de financer derrière les transitions ou les différents investissements que vous avez à faire, vous trouvez de l'épargne pour faire vos investissements. Donc moi, j'en suis pas spécialement traumatisé par le niveau des dettes. Le 3 000 milliards ne veut pas dire grand-chose pour moi. Ça va être un nouveau sujet ou pas? Ça va revenir puis en Europe, on a l'expérience. Oui, mais moi, je veux dire... La problématique, c'est qu'on considère les États sont comme des particuliers. Mais ce n'est pas les particuliers. Les États, c'est perpétuel avec... et je dirais que, je le disais il y a 4-5 ans, eux, ils sont tranquilles. Les États, ils ont 1,9 avec aujourd'hui, même en France, on est à peu près à 7-8% de croissance nominale. Donc, on a un désendettement de l'État qui est courant. Et sans doute encore en 2024. Oui. Donc, aujourd'hui, je veux dire, eux, ils ont réussi leur coup. Quelque part, les États, avec l'aide des banques centrales de la décennie précédente, ont réussi un désendettement au détriment des épargnants. Sans douleur. Puisque, effectivement, le fait d'être endetté à 1,90, quand vous êtes 1,90 à 9 ans, la croissance réelle française, c'est autour de 2%. Vous ajoutez l'inflation, c'est du bonus. Donc, ça veut dire que l'État, en termes de dette sur PNB, ce qui est là, faut oublier, c'est pas un particulier, il n'y a pas à faire défaut, c'est quelque chose qui est perpétuel. Et le seul, ce qu'on regarde, c'est la dette sur PNB. Et on voit qu'elle descend sans trop d'efforts. Alors, il faut faire un peu plus attention parce qu'il y a des postes qui montent un peu plus vite. Mais globalement, aujourd'hui, avec une croissance nominale très supérieure au coût de la dette, l'essentiel de l'effort se fait là. Le problème, ce sera le jour où effectivement on arrive en bas de la pente, où quand le coût de la dette est égal à la croissance nominale. Là, vous êtes dans une période d'effort, puisque là, tout ce que vous faites se reflète. Mais là, aujourd'hui, on est encore dans la période, je dirais, favorable pour les États. En revanche, il y a une fenêtre de tir. Oui, il y a une fenêtre de tir favorable pour les États. Pour moi, là où c'est pas favorable, c'est pour les gens qui ne sont pas des États, donc qui ne sont pas perpétuels et qui, eux, doivent se faire refinancer. Oui, mais de ce point de vue-là, de ce que je comprends, il n'y a pas de mur de... Alors, il peut toujours y avoir des histoires spécifiques. Enfin, l'actualité Casino nous montre qu'effectivement, à un moment, ça peut coincer sur des dossiers très, très spécifiques, mais très bien identifié aussi par la place. J'ai l'impression que globalement, il n'y a pas un mur de dette ou de besoin de refinancement, même chez les entreprises les moins bien notées, pour dire les choses. Je pense que sur les entreprises cotées, sont plutôt en forme. D'accord. Pour moi, c'est pour ce qui ne se voit pas, en dehors des marchés publics. Voilà. C'est ce qu'on appelait les banques, enfin tout ce qui est la finance privée, la finance de l'ombre, shadow banking américain. Voilà, c'est plutôt dans le shadow banking que le problème se pose. Je pense que quelque part, tout ce qui est les actions, les entreprises de qualité sont plutôt en forme avec des choses. Effectivement, on ne voit pas de mur à arriver. Sur l'obligataire, on n'en voit pas non plus. Je dirais que c'est plutôt dans ce qui ne se voit pas. Que le problème peut se poser plutôt qu'effectivement sur les entreprises en bourse qui, elles, je dirais, ont plutôt des profils, même si elles sont laissées un peu aller, elles sont qu'on avait la dette à zéro, et quelque part elles sont un peu dans la situation de l'État, où quand on a la dette à zéro, quoi qu'il arrive, si on crée un peu de richesse, ça se rembourse tout seul, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. C'est dans les montages purement financiers que le problématique, parce que quand la création de valeur est dans le financier, en disant je touche juste 5 et je m'endette à 0, donc je joue à 2 et je crée 3%. Oui, c'est une magie qui peut vite se dissiper. C'est ce qui s'est passé chez SVB, Silicon Valley Bank. Voilà, ils faisaient du crédit spécifique, ils finançaient les startups, ils finançaient tout ça, et puis ça s'est évaporé assez vite. Bon, si on en vient à la logique de marché et aux stratégies d'allocation d'actifs, Vincent, avec quel type d'élan on attaque ce nouveau semestre? Je vous sentais positif encore dans le début de discours qu'on a pu avoir. Oui, quelles sont les raisons de rester positif sur les actifs risqués après un rallye spectaculaire, après des niveaux records ou quasi records atteints sur les indices majeurs des actions des pays développés, en Europe, aux États-Unis? Bon, il y a toujours un peu ce vertige à un moment qui peut nous saisir. Oui, le vertige, il tient sur quelques entreprises.
Ce sont elles qui ont, donc vous avez on va dire 4 ou 5 sociétés en France, vous en avez une dizaine aux États-Unis qui font l'intégralité ou à peu près l'intégralité de la hausse. Ce qui n'est pas un phénomène très nouveau. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on vit avec ce phénomène de forte concentration de la performance autour de quelques valeurs. Ça a été exacerbé, non, mais bien sûr. Mais la différence, c'est que ce sont des valeurs plutôt à forte croissance, hein, ce qui veut dire que ça tire les ratios des indices. Donc effectivement, quand vous regardez de façon superficielle en analyse quantitative les indices, vous avez l'impression qu'ils sont chers, qu'ils sont hauts, etc. La réalité, c'est que l'essentiel de la cote, on va dire cyclique value, intègre aujourd'hui plutôt un scénario encore pessimiste, encore relativement récessionniste, avec des baisses de marge ou des choses comme ça. Ce qui veut dire que cette partie de la cote, pour moi, pour peu que vous ayez des nouvelles satisfaisantes sur la croissance à venir, ou pour peu qu'elle vous démontre que finalement les problématiques de chiffre d'affaires ou de choses comme ça qui ont pu coincer un petit peu ou inquiéter un petit peu, en fait c'est juste des ajustements de stock post-Covid qui fait que vos clients ont surstocké provisoirement parce que d'abord il manquait de produits et ensuite vous aviez l'hyperinflation qui incitait à constituer des stocks. Donc du coup pendant quelques mois effectivement ils se relibèrent. Oui, il faut déstocker. Se relibèrent de ces stocks, ça provoque une baisse d'activité. Mais ça n'empêche pas le cycle de reprendre derrière. Donc moi, ma conviction, c'est que tout ce stock d'entreprises value cyclique, qui est peu cher en bourse, elle a en réalité un énorme potentiel de rattrapage boursier. Et ça, c'est pour maintenant ? Enfin, moi, c'est maintenant. D'accord. Moi, c'est maintenant. Parce que le timing est important dans cette affaire-là. Ma conviction, c'est qu'il faut commencer à tourner. D'accord. Ça se fera peut-être pendant les publications de résultats qui viennent. Oui. Enfin, voilà, disons 1 ou 2 mois après. Mais c'est le mouvement qui vient là, normalement, pour moi, c'est ça. Et dans la mesure où la masse de cash en réserve reste très très importante, que si vous regardez les fonds, ils ont aux alentours de 5 à 6% de cash encore en réserve, ce qui est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Moi, ma conviction, c'est que vous n'avez pas besoin de vendre vos Apple, vos Microsoft, etc. Vous pouvez taper dans votre cash. Il y a de la poudre sèche pour en plus pouvoir investir sur ces dossiers-là. Donc moi, ma conviction, c'est que vous n'avez même pas besoin de faire une rotation de portefeuille. Vous pouvez rester investi sur vos dossiers qui, pour le moment, en plus en cosmétique vis-à-vis des clients, ça fait bien de montrer que vous aviez de l'Apple et de la Microsoft, donc les conserver. Et par contre, vous pouvez, au fur et à mesure, étoffer vos investissements sur le reste de la cote qui a traîné. Et donc, je reviens à cette case matière première qui dissonne un petit peu du monde des marchés actions. Donc, si je suis votre idée, voilà, c'est ça. Les matières premières vont repartir. Bien sûr. Pour moi, assez logiquement, si vous avez comme moi une vue plutôt constructive sur le cycle économique, qu'en plus vous savez que vous allez avoir prochainement des soutiens à l'économie chinoise, que l'économie chinoise est plutôt un très gros consommateur. On voit les mauvaises nouvelles font monter le marché chinois aujourd'hui. Donc, ma conviction, c'est que par le budgétaire, probablement, principalement plutôt que le monétaire, ils vont faire des soutiens en Chine, que vous avez sur les pays occidentaux plutôt un phénomène de fin de déstockage qui va reprovoquer de nouveau une activité sur les activités cycliques. Donc pour moi, vous avez toutes les raisons justifiées de vous repositionner sur le reste de la cote qui n'a pas fait grand-chose, y compris les matières premières. Bon. Vos vues sur les actifs risqués, les actions notamment, et puis ce marché américain, est-ce qu'il faut se détacher autant que faire se peut des 7 magnifiques et s'intéresser aux 493 autre valeur. Autre valeur, je ne vais pas les caractériser par rapport aux magnifiques, mais aujourd'hui, c'est la question. Quand même. Oui, tout à fait, c'est la bonne question. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un sentiment, chez nous, que c'est le higher for longer qui domine, donc le fait que l'inflation, que les banques centrales, soit on fait pause, mais pour longtemps, soit vont devoir remettre un petit coup, parce que donc dans ce cadre-là, nous, on fait une stratégie un peu de barbell, enfin de deux endroits. C'est-à-dire que on achète effectivement la value, parce que quelque part, eux, ils ont avancé tellement devant qu'il faut que si le marché se maintienne, il faut que les autres rattrapent. Et puis on a les choses qu'on aime bien, on n'a pas parlé, mais le meilleur marcheur de devise locale depuis des années, c'est le Japon. Mais bien sûr, bien sûr. Les actions japonaises, donc nous, on aimait bien les actions japonaises, retour. Alors, est-ce que ça sera comme les autres fois, ça sera juste un petit aller-retour et puis dire au revoir pour quelques années, on va voir. Mais donc
les choses comme ça qui ont du retard, les actions japonaises, la value effectivement. On couvre les actions japonaises ? Oui, toujours, devise, parce qu'il y a un défi de devise. Oui. Et il y a un défi de devise, et je dirais que le yen est un bon indicateur si on passe dans un autre scénario. Donc, mais imaginez que les actions... Non, mais ça m'intéresse beaucoup le Japon, j'en parle souvent dans l'émission en ce moment. Mais imaginez que, je sais pas, que la Banque du Japon puisse bouger à son tour, qu'elle arrive à défendre un niveau du yen un peu plus élevé, c'est forcément négatif pour les actions japonaises. Alors, la baisse du yen est positive pour les actions japonaises. Ça, d'accord. Voilà. Après, la remontée du yen aura probablement d'autres significations sur les épargnes, les flux d'épargne et tout ça. On sera peut-être sur un retour à la maison et ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui ailleurs sont cassées. Et c'est pour ça que les actions japonaises auront peut-être du mal dans ce cas-là. D'accord. Mais je veux dire, le yen est un indicateur de température. D'accord. Il a pas mal rebaissé ces derniers temps. Il a pas mal rebaissé ces derniers temps. Donc ça, c'est plutôt positif pour les actifs risqués. D'accord. La montée, c'est quand le va en sens inverse que donc, globalement, il y a des problèmes. En tout cas, donc, les actifs japonaises couvertes sont très intéressantes. Le value, effectivement, parce qu'on est dans ce higher for longer qui, normalement, plus c'est taux court monte, plus ça favorise la value. On avait vu le phénomène l'année dernière. Donc, si ça continue, le momentum, il faut que ça rattrape, parce que les autres ne peuvent pas courir devant toujours, et puis les 493 qui font rien, qui regardent, qui tiennent la chandelle. Voilà, donc ça c'est le point. Après, du cash. On n'a jamais été aussi bien rémunéré sur l'euro, sur le dollar. On a l'investment grade qui a aussi à des niveaux intéressants, le high yield un peu moins. Donc quelque part, c'est un. Il y a une poche très risk-off, quoi, en fait, de cash rémunéré. Très très bien rémunéré. Et une poche très risk-on mais plutôt sur des choses qui ont du retard. Value, quoi. Voilà, l'action value sur les choses sur le Japon. Et quelque chose qu'on a regardé qui est aussi les AT. Donc ce qui a quand même pas mal souffert avec les hybrides. Les hybrides financiers, des choses comme ça. Parce que on a eu une petite panique justifiée puisqu'on est sorti de nulle part pour remettre à zéro tous les AT1 du Crédit Suisse. Donc il y a eu un choc négatif sur ce marché-là. Donc voilà, des choses comme ça. Effectivement, poche très cash parce que c'est bien rémunéré, parce qu'il faut en profiter. On est au plus haut quasiment sur la rémunération euro depuis l'existence de l'euro. Et pareil, ça durera ou ça durera pas, on verra. En tout cas, c'est la réalité du moment. Et je dirais que la vision de derrière, c'est qu'effectivement, on est plutôt sur du higher fondeur avec plutôt une croissance nominale qui est plutôt bonne, qui a un momentum, mais les risques derrière sont quand même très importants sur le financement, sur l'inversion de cours. Enfin, il peut y avoir, s'il y a une rupture forte sur l'immobilier, je comprends. sur le marché de l'emploi américain. Là, le risque de retournement très fort, très vite est possible, parce que là, effectivement, la Fed va baisser ses taux, mais on a vu que quand elle baisse ses taux dans ces périodes-là... Même avec un déficit de main-d'œuvre, comme on connaît aujourd'hui, historique sur le marché américain, de plusieurs millions de travailleurs, peut-être ? Alors, il y a l'immigration, je suis pas sûr il n'y en a plus, justement. Oui, en Floride, mais je ne suis pas sûr que derrière, on a de la construction, on a des choses comme ça, c'est parce que ça tienne, parce qu'on a quand même une fragilité de la demande. Il ne faut pas se laisser aveugler par la résilience passée et l'extrapoler. Parce qu'on a tout ce qui a été accumulé par le Covid, maintenant est fini. On a comme des niveaux de dette sur les cartes de crédit, tout ça qui est très élevé. Le marché de la voiture d'occasion s'effondre. Il y a des choses qui montrent que le consommateur américain commence à être légèrement stressé, même si on a un marché de l'emploi de très bonne qualité. Donc imaginons que le marché de l'emploi se décale, on risque d'avoir un stress beaucoup plus important sur le consommateur. Donc c'est pour ça que je dirais que le risque est derrière. C'est pour ça qu'on a cette stratégie de dire profitons et quand ça baisse fort, allons-y et achetons des actifs qui ont déjà décoté ou historiquement été décotés comme les actions japonaises et qui ont un peu leur quart d'heure. Alors peut-être qu'il y aura plus, mais au soleil dans cette période, plutôt que tout ce qui est AI et autres. Si on est dans l'idée d'une sortie par le haut, c'est un peu ce que vous décrivez, même vous sur la partie action et Vincent, vous aussi, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut se reconsidérer le monde des petites et moyennes capitalisations boursières, tant aux États-Unis qu'en Europe, par exemple? Aux États-Unis, nous, on le considère. Ailleurs, non. Pourquoi ? D'abord parce que le cycle, s'il doit redémarrer, ça redémarrera aux États-Unis avant de redémarrer en Europe. L'Europe est plutôt dans une phase descendante, assez clairement. C'est incroyable, parce qu'à un moment, il y a quelques mois en arrière, c'était la récession américaine arrive, et l'Europe avait évité le chaos énergétique, le blackout gazier, et c'était parti pour un rattrapage. J'ai l'impression que, ça s'est un peu rééquilibré quand même. S'il y a un soutien monétaire qui doit venir, il viendra plus vite de la part de la Fed que de la part de la BCE. Donc pour moi, à différents niveaux, je pense qu'il vaut mieux être positionné là-bas. Ensuite, vous avez l'argument du socialement responsable. Le socialement responsable est un coût énorme qui est beaucoup plus facile à supporter pour les grandes capis que pour les petites. Donc moi, de façon assez structurelle, je préfère quand même rester positionné sur les grandes capis plutôt que sur les petites. Si vous avez des problématiques de financement, généralement, le banquier sera plus accommodant avec une très très grande
grande entreprise plutôt qu'une petite. Donc à différents niveaux, pour moi, à l'heure actuelle, il vaut quand même mieux privilégier les grandes capis plutôt que les petites. Mais on est en train de le considérer, nous, pour la partie américaine. Le high yield, pour simplement enchaîner, pour moi, c'est un petit peu le même genre de sujet. C'est-à-dire que si vous êtes relativement confiant sur les perspectives, à un moment, il faut en refaire. Parce que le risque de défaut, avec le niveau de rémunération que vous avez aujourd'hui, pour moi, il est assez bien couvert. Donc, il faudrait vraiment avoir un scénario de ralentissement bien sûr, pour justifier de ne pas y être. Je comprends. Et matières premières, donc comment on joue ça? Un peu tôt. Pour moi, c'est un peu tôt, parce qu'effectivement, elles sont un peu perdantes dans les deux scénarios. Je veux dire, comme on dit, nous, on préfère l'investment grade, parce qu'aujourd'hui, les rémunérations sont meilleures, mais là, par rapport au risque-prix, on est correctement rémunéré. Je veux dire, fondamentalement, on pense qu'il y a quand même un risque que le marché aujourd'hui sous-estime le risque que le choc de taux d'intérêt finisse par avoir des conséquences. Plus je disais les matières premières. Oui, mais c'est pour ça que les matières premières, je ne vois pas de gagnant. Aujourd'hui, elles anticipent un peu ce choc désagréable. Elles peuvent remonter un peu à court terme, mais pas suffisamment. Donc, quelque part, on est mieux sur ce qui a un peu de momentum que ce qui n'en a pas. Et donc, voilà. Mais en tout cas, fondamentalement, nous, on pense qu'il y a une sous-estimation du risque sous-jacent. Pour le moment, ça va bien. Le momentum est là, mais le risque sous-jacent est quand même très important. Donc, à tenir. Sur les matières premières, simplement ne pas regarder que la demande, regarder aussi l'offre. Le gros problème des matières premières, c'est que vous avez des manques de capacité chroniques, et sur les prochaines années, notamment pour la transition énergétique, on sait que sur les métaux industriels, on est en pénurie structurelle, et ça va faire monter les matières premières. Mais le problème, c'est la Chine, et la bulle chinoise, on en a parlé longtemps ici, plusieurs fois. Ça y est, c'est fini, la bulle immobilière chinoise est morte, et ils n'arrivent pas à la démarrer, ils veulent empêcher l'ajustement. Oui, c'est ça, c'est pas fini. C'est fini. Oui, c'est fini. Il y a plus, et en plus, le gouvernement chinois veut empêcher l'ajustement. Ce qui veut dire là, ils sont englués pour un certain temps avec la crise immobilière. Japon, quand j'ai commencé en 92, on me disait le Japon, ça monte, c'est fini, on ne peut pas construire. L'immobilier japonais a fait divisé par 2 depuis 2000. Et japonification de la Chine. Ouais, on est dans une japonification complète de la Chine. Démographiquement parlant. C'est encore pire que ce qu'on attendait. Moins de naissances de pays. Surtout, ils ont trafiqué les chiffres. Donc, les Chinois ont trafiqué les chiffres. Voilà. Et en fait, on avait un problème sur les 0,5 ans, qui était le plus bas depuis 1949. Et qui était un décalage par rapport à les 5-10 ans. Et en fait, on s'aperçoit que c'était 5-10 ans, 10-15 ans et 15-20 ans qui étaient trafiqués, et pas 0,5 ans qui est une anomalie. Ça veut dire que là, ils ont vraiment des classes creuses qui arrivent moins de 20 ans, très très importantes. Donc avec cette démographie, on est dans une vraie japonification de la Chine. Très rapide. La Chine va être plus rapide que c'est ça le phénomène. Avant d'être riche, pour un moment. Alors que les Japonais ont eu le mérite d'être riches. On vise quand même plus de Nigérians que de Chinois à la fin du siècle, avec une population chinoise divisée par 2 et plus. Et donc la demande sur la transition énergétique est là, mais elle va compenser la fin de la demande chinoise en partie. Merci messieurs pour votre éclairage et cet exercice de prospective sur ce qui nous attend au cours des prochains mois et de ce nouveau semestre qui démarre sur les marchés. Vincent Lecartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, et Gilles Etcheberry-Garay, cofondateur et directeur des investissements d'Elcano Asset Management.